Bonjour à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M, comme tous les mercredis. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau débat. Très heureux de retrouver mes invités, dont une ancienne présentatrice du Café Presse Politique, Souheila Ben Ali. Bonsoir. Bonsoir Khaled. Vous étiez la star du CPP, vous l'êtes encore aujourd'hui. J'étais la seule à La première présentatrice. Première, oui. Et vous l'êtes encore, merci. Café Presse présidentiel. Exactement. Voilà. Depuis Bouteflika, il s'est passé du Vous ne l'avez pas transformé en présidentiel en 2019, tellement vous n'y croyez pas à cette élection qu'il est resté CPP. Jafar Lakhdari. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Yassine Qadi, bonjour. Karim Kébé, journaliste à Liberté, merci d'être avec nous. Vous connaissez les règles mieux que moi, Souheila. Quelle est l'image qui vous a marqué cette semaine? Alors, peut-être deux occasions manquées. La première, on en a parlé tout à l'heure, concernerait la position de revirement de l'Espagne sur sa neutralité depuis 46 ans. Neutralité active parce que, quoi qu'on dise, ça avait permis de mettre des limites au Maroc. Mais ce n'est pas tant cette décision qui m'a un petit peu surprise, même si elle a surpris beaucoup de monde, y compris dans la classe politique espagnole, dans l'opposition et même au sein du gouvernement. Je crois que le seul parti qui est plus ou moins d'accord et qui soutient Sanchez, c'est son parti, donc ouvrier. C'est le communiqué ou la position de l'Algérie, le communiqué qui a émané après de cette décision. En fait, je l'ai trouvé très, très personnel, un peu comme une femme qui parlerait à un homme et qui lui dirait je t'ai tout donné, je t'ai offert ceci, je t'ai offert cela, et au final, tu m'as trahi. Mais plus que ça, les propos étaient clairs. Hein, tu m'as... quelle était j'ai oublié la phrase exacte. Dans les médias publics, dans le journal de 20h, on parle de trahison. Hein. C'est pour vous dire. Oui, dans le journal de 20h, la présentatrice qualifie la position espagnole de Rihanna. C'est pour vous dire. Ouais. C'est ça, de Rihanna. Donc j'ai trouvé ce communiqué très personnel et qui engage un peu plus qu'il ne devrait la position de l'Algérie, parce que ça reste quand même le Sahara occidental, une question onusienne, et on n'arrête pas de dire l'Algérie n'est pas concernée, ce n'est pas un territoire algérien, et donc nous sommes pour l'intervention des Nations Unies sur cette question. Non, c'est la même. C'est la même. Donc voilà, cette position très personnelle, cette réaction personnelle des affaires étrangères m'a un petit peu choquée. Vous faites bien de le dire parce que nous en parlerons de la crise aujourd'hui. La deuxième, pardon. Vous avez deux? Oui, non, c'est une seule. Oui. La deuxième image qui revient à la même chose finalement. La deuxième, ce serait dans le même sens. Je parle toujours de la diplomatie. C'est l'élection présidentielle en France. C'est dans quelques jours. Ça va être le 19, je crois, ou le 20 avril. Et on a un candidat qui s'appelle Éric Zemmour, qui a toutes ses chances, en tout cas ses chances d'être élu, du moins mais les sondages évoluent, du moins passer au deuxième tour. Et qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? Il dit qu'il faut revenir sur les accords d'Évian, il dit qu'il faut revenir sur les accords migratoires des années 80, et il dit de revenir sur le droit du sol et sur la binationalité. Alors, la communauté algérienne est la plus importante communauté étrangère en France. Voilà une occasion ratée pour un État, pour un gouvernement, d'avoir de l'influence sur sa communauté à l'étranger pour changer peut-être l'avenir, ou sans doute l'avenir de ses relations avec ces pays, puisque nous sommes impliqués directement. Et il a du mal à le faire avec sa population ici en Algérie. Donc j'imagine que ce sera très difficile de le faire pour la communauté. Jafar Lakhdari, quelle est l'image qui vous a marqué cette semaine? Oui, un sourire, on peut le dire. Dans ces temps particulièrement difficiles, il est rare d'avoir l'occasion d'être satisfait de quelque chose. C'est bien entendu la libération de Fathi Erdès après plusieurs mois d'incarcération. Et donc je salue cette décision qui permet le retour d'un grand militant de la cause démocratique en Algérie. Qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Est-ce que c'est un sourire aussi, non? Oui, non, c'est quelque chose. Je pourrais parler de. Vous, c'est un rire, pas un sourire, oui. Je pourrais parler de قاضي التحقيق قال لي أنت متهم من انتماء إلى حركة إرهابية واش هو التعليق تاعك؟
C'est un moment complètement kafkaïen, mais pour la méditation surréaliste. Je me rappelle plus. Ça va être lent, je pense. Ça va être lent, ça va être lent. Ça va être lent. En général, je parle pas beaucoup. Je parle pas beaucoup. Quand c'est pas dans les situations de ce Il type. aurait c'est espéré que vous soyez en grève de la parole, mais malheureusement, Voilà, oui. c'est pas- Sur Radio 1, je vais faire de l'autopromotion quand même un petit peu. L'entretien de Lotfi Madani avec Kamal Djendoubi, qui a présidé l'ISI, qui a organisé les premières élections libres en Tunisie, celles qui ont donné le 16 octobre l'Assemblée constituante. Un entretien exclusif qui nous explique la transition tunisienne depuis ses débuts et l'impasse dans laquelle elle est. C'est sur Radio M, c'est succulent et j'invite quand même les Algériens à s'intéresser beaucoup à ce qui s'est passé en Tunisie et à ce qui s'y passe aujourd'hui avec le retour en arrière et la tentative de restauration présidentialiste et autocratique de Kais Saïd. C'est sur Radio M. Et nous parlerons de la Tunisie tout à l'heure en faisant un parallèle concernant l'état de la presse. Karim Kébir, l'image de la semaine. Moi, l'image de la semaine, c'est le décalage entre dans la célébration des accords de Vion. Qu'après 60 ans, on a l'impression qu'encore une fois, chez nous, on a du mal à sortir de certaines pesanteurs de l'histoire. C'est-à-dire qu'on ne célèbre pas comme il faut cette date. On a eu droit uniquement à un petit discours ou à un message du chef de l'État, mais en dehors de ça, comparé à ce qui a été fait en France, même si par ailleurs en France ça peut être considéré un excellent film documentaire des considérations sur la guerre de politique interne, mais Ouais. ici, je persiste à croire qu'il y a encore des pesanteurs. Parce que rappelez-vous que Boumedienne, en tout cas Régine Boumedienne, Hassan connaît mieux que moi cette période, ils ont accusé les gens qui ont signé les accords d'Évian d'avoir dévié, c'est-à-dire qu'il y avait des, entre guillemets, des trahisons. Donc il y a encore cette chape de plomb par rapport à notre histoire. On a du mal encore à affronter notre histoire même, de tous ces aspects. Si tout se passe bien, Dahoud Qabliya, président de l'association du MALG, devrait venir parler ici de comment les accords d'Évian ont été un point d'achoppement entre l'état-major et le GPRA et pourquoi ça a continué à l'être et pourquoi, à l'époque de Boumedienne, on ne célébrait pas le 19 mars. Merci à vous pour ces 4 images de la semaine. Bien sûr, on va commencer à parler avec le sujet d'actualité aujourd'hui, c'est la presse. On va parler de la Tunisie tout à l'heure en faisant un parallèle avec ce qui se passe chez nous, parce que là-bas aussi, il y a une dérive concernant la liberté des journalistes. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, puisqu'on est des journalistes ou des gens qui connaissent bien le domaine, c'est peut-on continuer à faire notre travail, notre métier aujourd'hui, avec tout ce qui se passe et avec la pierre angulaire, évidemment, ce qui vous est arrivé à Saint-Khadi, puisque maintenant vous accolez une 3e affaire en justice, si les comptes sont bons, et vous êtes accusé d'appartenir à une organisation terroriste. Vous êtes comparu devant le juge d'instruction à l'Al-Ba'anat lundi. Vous repasserez lundi prochain. Est-ce que vous êtes un peu plus confiant que lundi dernier, où il y avait vraiment un risque, disons, de mandat dépôt? Bon, si l'affaire va jusqu'au procès, théoriquement, les avocats me disent que je devrais comparaître librement. Donc voilà, ça c'est quelque chose. Sauf revirement, si le parquet fait appel devant la chambre d'accusation et que la chambre d'accusation veut me changer mon statut, mais en théorie, je devrais comparaître librement si ça va jusqu'au procès pour l'ensemble des accusés, notamment le principal accusé Tahar Khouas. Mais il y a aussi la possibilité qu'il y ait un non-lieu sur mon cas, parce que je suis associé à cette affaire uniquement parce que sur le téléphone de Tahar Khouas, sur son WhatsApp, il y avait un numéro de téléphone qui s'est avéré être le mien. Il n'y avait même pas le nom, hein, ils ont vérifié après avec Jay-Z, dans lequel il échangeait avec moi sur l'activité du comité de soutien aux détenus, donc les dates de comparution devant le juge d'instruction, les arrestations, toutes les procédures qu'on publiait sur Radio M. D'ailleurs, pour être précis et complet sur cette affaire-là, on avait invité Tahar Khouas le 15 décembre dernier exactement. au CPP. Il était venu en parler en présence d'autres avocats pour parler aussi d'autres détenus dans d'autres wilayas. Et donc c'est une relation professionnelle qui m'a amené à être associé à cette affaire-là. Et là, on est, c'est ce que je disais mercredi dernier, devant une des conséquences absurdes de cet article 87 bis, qui étend l'accusation de terrorisme de manière tellement ouverte que tout le monde peut s'y retrouver si quelqu'un publie quelque chose qui est considéré comme étant hostile au pouvoir ou quoi que ce soit de ce type-là. On peut mettre toutes sortes de choses dans le 87 bis.
Karim Kébir, comment vous appartenez à un journal qui continue de résister aujourd'hui? Vraiment, quand je dis résister, c'est en donnant l'information, en faisant son travail de journal indépendant. Est-ce que, pour répondre à la question principale, est-ce qu'il devient difficile aujourd'hui de faire son travail de journaliste en Algérie? Absolument. Moi, personnellement, je n'ai jamais pensé qu'en tout cas qu'on va arriver à cette situation. C'est vrai que sur le plan économique, bon, il y a des difficultés, c'est pour tout le monde, il y a les difficultés des entreprises. Mais aujourd'hui, je pense que le facteur qui a complètement changé, en tout cas au sein des rédactions, c'est l'autocensure. Moi, je vous dis, je parle parce que j'ai vécu une période où on n'avait même pas à l'idée de penser c'est-à-dire vous allez vous empêcher de traiter un sujet en amont avant de le coucher sur papier. Et là, on est malheureusement dans cette situation aujourd'hui. Il y a des sujets où il devient de plus en plus difficile de les traiter, tout simplement parce que d'abord, vous ne savez pas quelle serait la réaction et vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez subir. Et puis autour de vous, vous voyez quand même, on a eu combien de journalistes qui sont passés par la case prison. Donc là, il y a une forme de terreur sur les journalistes. Et je ne vous apprends rien quand un journaliste n'est pas dans des conditions, c'est-à-dire à la limite, c'est-à-dire dans des conditions très élémentaires de travail, là où il ne va pas se sentir menacé, indépendamment des autres considérations. Je ne parle pas du problème de la presse sur le plan économique, la structure des entreprises, comment ils sont faits à l'intérieur de l'organisation et tout ça, indépendamment de ça. Je parle de l'exercice en lui-même, c'est-à-dire tel qu'on l'a connu jusqu'ici. On pouvait quand même traiter beaucoup de sujets, énormément de sujets. On sollicitait des gens qui pouvaient facilement répondre. Aujourd'hui, même lorsque vous sollicitez un responsable, il refuse de parler. C'est-à-dire la peur n'est pas seulement chez les journalistes, mais elle est un peu dans tous les secteurs. Ça devient franchement très, très, très difficile d'exercer le métier. Ça, encore une fois, je le répète, c'est indépendamment des considérations économiques. Là, c'est encore plus difficile. Voilà. C'est une question pour tout le monde aussi. Avant, il y avait une ligne rouge. Elle était connue, c'était président, l'armée, etc. Mais on a l'impression aujourd'hui que tout est devenu ligne rouge. La situation économique, sanitaire, le prix de la pomme de terre, les États, le prix de l'essence. Oui, de toute façon, je dirais qu'en général, aujourd'hui, on assiste à une liquidation du legs de l'ouverture démocratique qu'il y a eu entre 88 et 90. Il y a eu les libertés fondamentales qui ont été acquises à cette époque, c'est essentiellement la liberté d'association, la fin du parti unique, et la liberté de presse. D'ailleurs, ça a permis à l'Algérie d'avoir une certaine vitrine malgré toutes les vicissitudes qu'on a connues. On narguait tout le temps, voilà, il y a une presse plurielle avec une liberté de ton qu'on voit rarement ailleurs, même si le fonctionnement des institutions entre guillemets démocratiques n'est pas idéal, au moins il y a ça. Et c'est vrai que c'est important, c'est le premier pas pour moderniser et démocratiser un pays. Donc on a toutes les raisons d'être extrêmement inquiets sur le signal et le sens qu'a cette régression. On atteint une liberté fondamentale. La presse, c'est le tribunal d'opinion. C'est aussi ce qui permet à un pouvoir de ne pas être aveugle, parce que les régimes autoritaires qui cassent tout moyen de comprendre ce qui se passe dans leur propre société finissent par s'auto-intoxiquer et à aller vers des catastrophes, aussi bien en interne qu'en externe, et on en a des exemples tous les jours. Donc il faut bien comprendre que le problème, ce n'est pas simplement la presse, c'est bien entendu l'espoir d'une évolution démocratique en Algérie qui est aujourd'hui plus réduit que jamais, mais c'est même la possibilité simplement de gérer correctement les choses. Quand on casse un thermomètre, bien évidemment, on ne comprend plus ce qui se passe. Voilà. Donc, vous êtes journaliste depuis des années, notamment pendant de très nombreuses années jusqu'à maintenant dans le secteur public. Est-ce que vous ne considérez pas parfois qu'avant c'était mieux en termes de liberté de la presse? Je ne suis pas la seule à le dire. Bien sûr qu'avant c'était mieux. On a bouffé au fur et à mesure où on a avancé des morceaux de liberté et la réalité est là. Aujourd'hui, il n'y a pas de service public, ça n'existe pas. La presse publique ne fait absolument pas son travail. Absolument pas. Ça fait 3 ans que je ne travaille plus. Je ne le fais pas. Je ne suis plus journaliste à la chaîne 3 comme je l'ai été. Ça fait 3 ans que je suis en invalidité. Après ce qui s'est passé, après
après avoir été embarquée. Enfin, je ne suis pas seule, Hayat Rahmani aussi était concernée. Donc, depuis, j'ai dû m'occuper de ma santé mentale parce que les choses se sont très, très mal déroulées. Aujourd'hui, je ne me vois absolument pas reprendre à la chaîne 3, au service public, pour dire quoi, pour donner des informations qui sont imposées tous les jours aux journalistes sans qu'ils n'aient la possibilité de choisir ou de définir un angle d'attaque ou quoi que ce soit. C'est une réalité. Donc voilà, après toutes ces années, c'est la case départ, tout simplement. Je voulais dire, moi j'étais vraiment choquée quand j'ai vu comment la situation pour le Qadi Hassan a évolué ces derniers jours, parce qu'en novembre, j'étais venue ici même sur ce plateau, j'étais venue en panique pour défendre mon documentaire qui s'était retrouvé sur les réseaux sociaux par un youtubeur que vous connaissez tous, Ben Sdera, qui diffamait et qui nous accusait, Hayat Rahmani et moi, de faire partie du MAC. Et d'être réfugié en France. Et d'être réfugié en France. J'étais loin de penser que quelques mois après, 4 mois, que c'est El Qadi Hassan qui allait être donc voilà, sous le coup de cette accusation. Simplement, c'est pour dire que nul n'est à l'abri. Je crois que si aujourd'hui El Qadi Hassan est visé, c'est parce qu'il est considéré comme étant, et Radio M entre autres, comme étant le dernier bastion des libertés, parce qu'il faut le dire, c'est le seul qui continue à faire son métier, malgré les pressions, malgré tout cela. Voilà, et si on fait tomber El Qadi Hassan, on a fait taire un peu tout le monde. C'est ce qui s'est passé. Karim Kébir, parce qu'ils font du travail aussi, Liberté Oui. rapporte. Et vous voulez dire peut-être médias Je électroniques. voulais juste une précision par rapport Ouais. à ce que vient de dire Souheila Ben Ali. C'est vrai qu'on peut dire ce que tu as dit. Il y a, au mois de novembre, on pensait que l'accusation puisse arriver jusqu'ici, jusqu'à Radio M, jusqu'à moi-même. Mais en fait, à ce moment-là déjà, il y avait déjà la sortie de route était déjà là. Oui. On l'a peut-être pas suffisamment pointé. Il y avait, on a un collègue, Saïd Boudour, qui est dans la même situation que moi. Il est accusé d'appartenir à une organisation terroriste et sous le coup du 87 bis. Lui, il est sous contrôle judiciaire, il signe tous les dimanches à Oran. Et il y a Khadour Chouicha, président de la Ligue des droits de l'homme à Oran, qui est aussi dans la même situation. Lui, sur le plan des formes, c'est tout à fait comme moi, parce qu'il est maintenu en liberté, il n'est pas sous contrôle judiciaire. Mais l'accusation lui a été et tu fais bien de rappeler que son épouse aussi, Jamila. voilà, Jamila, qui est journaliste à Liberté, qui est concernée par ce type d'accusation. Et ça a continué. Il y a eu l'affaire de Mohamed Mouloudj, de Mohamed Satan. On lui a collé le MAC sur la base d'échanges avec sur le plan professionnel. Voilà. Et puis il y a eu Zrilech, Abdelkrim Zrilech à Constantine, éditeur de Sarbacane, qui s'est retrouvé accusé de faire partie de Rachid. Bon, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'a fumé le juge à Constantine, mais on est déjà dans ce processus-là. En fait, ma récrimination, peut-être, c'est de ne pas avoir suffisamment tiré la sonnette d'alarme. On essaie de le faire. Peut-être qu'il y a même des gens qui nous reprochent de peut-être trop le faire, de dramatiser beaucoup, d'être négatif, de ne pas être assez positif, etc. Mais cette dérive, elle est là depuis un moment. Et puis qu'elle m'arrive à moi, finalement, c'est presque anecdotique. Oui, mais tirer la sonnette d'alarme sur quoi? Par exemple, sur l'article 87 bis. L'article 87 bis, il y en a un autre qui est dans le code pénal, c'est l'atteinte à la sûreté de l'État. Et ça n'a pas empêché le Gaïd Salah en 2019, à partir de juin, d'en user et d'en abuser jusqu'au bout et de mettre les gens en prison. Enfin voilà, si c'est pas l'atteinte à la sûreté de l'État, c'est le 87 bis ou c'est autre chose. C'est terrorisme. Oui, absolument. Mais je veux dire que si cet État a décidé d'en avoir après les journalistes, et les articles n'y font rien, n'y changent absolument rien, puisque cet État a décidé de faire comme il veut et il va aller jusqu'au bout. 87 bis, atteinte à la sûreté de l'État, il y aura toujours un moyen de pouvoir museler la presse et de museler le travail qu'on fait. Oui, Karim Kébir, quand on parle des lignes rouges, est-ce qu'on se rend compte au journal Liberté, par exemple, qu'il y a de plus en plus de lignes rouges, que ça dépasse aujourd'hui le président et l'armée et que ça peut toucher même des sujets socio-culturels? Ça, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment du jamais vu?
C'est du jamais vu parce que, je vous dis, quand vous entendez quand même un discours public du chef de l'État où il a mis en cause la liberté il directement. laisse entendre, il ne l'a pas cité explicitement comme ça, mais il a laissé entendre. On a eu déjà des problèmes avant avec le ministre Belhimer sur la question de la gestion du Covid. Donc régulièrement, il y a cette pression qui est indirecte, mais en même temps, on la constate lorsqu'on essaie de faire un certain travail où on sollicite des gens qui refusent de parler. Là, vous comprenez aussi que de plus en plus, vous devenez, c'est-à-dire, comment dire, infréquentable. Voilà. Donc c'est là où ça augmente la pression sur vous-même. C'est-à-dire vous-même, vous intégrez cette pression parce que vous vous dites après tout, il faut que cette entreprise continue, il faut continuer à faire votre travail, il faut essayer de donner la parole aux gens qui n'ont pas, par exemple, je vous cite, les libertés quand même continuent à parler aussi des détenus, des gens qui sont en prison. On traite des sujets, par exemple, comme l'immigration clandestine, alors pratiquement c'est un sujet qui est devenu un peu tabou. C'est un peu tabou. Personne n'en parle. Alors que c'est un sujet, quand même, c'est une tragédie dont il faut parler. Donc les pressions, vous les intégrez. Votre journal a fait parler de lui dans l'affaire de l'interview du PDG de Sonatrach, qui a attaqué en justice votre journal. Votre journaliste, auteur de cet article, à qui nous témoignons évidemment toute notre solidarité, a été placé sous contrôle judiciaire. Vous avez décidé de ne pas trop communiquer sur ça pour ne pas aggraver la situation du journaliste ou pour ne pas aggraver aussi la situation du journal. Enfin bon, c'est un choix de notre direction, c'est tout, de gérer le problème de la meilleure des manières. Bon, après, chacun peut spéculer à sa manière, fallait-il parler ou non, est-ce qu'il fallait communiquer? Bon, ça reste du domaine du débat, mais bon, c'était un choix de la direction de ne pas communiquer sur le sujet, c'est tout. Moi, ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il y a sous les feux de la lumière, c'est effectivement la répression des journalistes. Ça, on le voit, c'est palpable, ça passe en justice, il y a des médias qui en parlent, ça provoque même des réactions à l'international de solidarité, parce qu'il y a des organisations qui défendent le droit de presse, le droit des journalistes. Mais en fait, la liberté de la presse, elle est attaquée sur deux fronts. Elle est attaquée directement sur le front de ceux qui sont les porteurs du métier, qui sont les journalistes. Mais on ne peut pas faire vraiment du journalisme de qualité, du journalisme indépendant, sans des entreprises de presse indépendantes et solides. Et ça aussi, c'est attaqué. Et c'est attaqué de manière peut-être encore plus vorace, au point où aujourd'hui, en 2022, nous sommes devant un champ de ruines dans la filière de l'industrie des médias. Il n'y a pas un média de référence qui peut dire qu'il gagne de l'argent, qui peut employer, qui peut promouvoir des métiers, etc. Alors que ce modèle-là, ailleurs dans le monde, continue de fonctionner, continue d'attirer des investisseurs. Chez nous, sous la période de Bouteflika déjà, on a tout fait pour évincer les investisseurs sous couvert d'éviter qu'il y ait des oligarques, entre guillemets, qui s'emparent de la presse et qui fassent de l'opposition à Bouteflika. Il a toujours dit, d'ailleurs, notamment pour l'audiovisuel, qu'il ne voulait pas ouvrir parce qu'il ne voulait pas être dans la position de Chavez qui se faisait attaquer à chaque fois par les médias vénézuéliens qui étaient en accord avec la droite vénézuélienne. Et donc, il avait pris ce modèle-là, mais on est resté dans ce modèle. Au point où, aujourd'hui, il y a un projet de loi qui est retoqué pour la deuxième ou troisième fois au gouvernement. C'est pas pour des considérations, les gens pensent que c'est en rapport avec la liberté et tout ça. C'est parce que ce projet de loi continue de porter en lui une limitation à l'investissement. Il bloque à 33%, l'actionnaire majoritaire ne peut pas avoir plus que 33%. Et c'est pas vrai, on ne construit pas des grands médias aujourd'hui, des groupes médias, parce que avec quelqu'un qui va ramener son argent, qui va être minoritaire et qui va avoir juste une minorité de blocage, ça n'existe pas. Et ça continue, ça a commencé sous Bouteflika. Belhimer a ajouté un tour de vis en ne comprenant pas qu'il mécontentait ses parrains, parce que ces parrains, ils arrivent aujourd'hui, ils veulent redistribuer les cartes, ils veulent être aussi maintenant aussi acteurs et investir dans les médias. On sort de la période de Bouteflika, il faut qu'il y ait de nouveaux manières de la presse de la période Tebboune. Et les verrous, ils n'ont pas accepté. Autre disposition idiote qui fait qu'il n'y aura pas d'investissement dans les médias, c'est qu'on limite une boîte, un média. C'est aujourd'hui le modèle économique moderne, ils ne le connaissent pas.
C'est pas possible. Un pure player, ça ne peut pas marcher tout seul, un site électronique. Aujourd'hui, une radio, une télé, ce qu'on appelle les médias classiques, doivent avoir évidemment une continuation en version digitale. La presse papier, le modèle économique est partagé en deux. Aujourd'hui, c'est la vente papier, mais c'est aussi les abonnements, etc. Et donc, il n'y a plus de titre unique. C'est plus possible. On est toujours dans un modèle où pour éviter, soi-disant, qu'il y ait un monopole, etc. Et donc, il y a une éviction systématique des investisseurs, sans compter que le statut des télévisions privées est toujours un statut précaire, médian, qui est offshore, qu'on n'a pas ouvert la bande FM jusqu'à aujourd'hui. Bon, je sais pas, à la limite, ça ne devient plus un enjeu. Donc, en fait, on a attaqué les entreprises. Le siège, Loatan peut s'en sortir. Il a un siège social qui est toujours bloqué depuis de longues années, qui pourrait louer, il a 8 niveaux, et il pourrait se refaire. Alors, au point où aujourd'hui, je finis sur cela, en Algérie, c'était la carte, effectivement, c'était la vitrine d'avoir des médias, pas seulement des journalistes, la chronique de Dilem, enfin le dessin de Dilem, ou la chronique de Chokri Ammari, on voulait l'avoir aujourd'hui avec nous pour parler de cette fin de période, entre guillemets, mais il y avait aussi des institutions derrière. Liberté est une institution, même si le propriétaire de Liberté est un homme d'affaires le plus riche en Algérie, mais il abrite quand même la chronique la chronique de Dilem, et il y a une marge de liberté quand même. On ne peut pas critiquer, c'est normal, l'Albrab dans son journal, mais il y a cela. Il y avait des institutions. Le Khabar est une institution. Elle est supposée rester une institution. Tout ça a été cassé, et on ne se rend pas compte qu'on a fait mal. En dehors des volontés liberticides, on a fait mal à l'image de l'Algérie. Alors, pour faire le parallèle avec la Tunisie, parce qu'un journaliste tunisien de Mosaïque FM aussi est détenu aujourd'hui pour des accusations de terrorisme, il y a eu une grande mobilisation de ses confrères des médias publics, et ça nous rappelle qu'il y a 2 ans, presque à cette même semaine, mars 2020, des journalistes de la télévision publique et de la radio faisaient leur fameux meeting, leur fameux rassemblement, sit-in, je voulais dire, tous les lundis matins au 21 boulevard des Martyrs. Il y avait un véritable espoir pour eux de retrouver leur liberté en tant que journaliste, mais on est très loin de ça aujourd'hui. Oui, avant les sittings, avant les sittings, il y a eu un véritable mouvement dans les services publics. Je peux le dire ainsi, puisque j'étais à l'origine de ce mouvement, on n'en a jamais parlé, avec Hayat Rahmani. Nous avons été à l'origine donc des 2 pétitions qui avaient été signées par le collectif des journalistes. Le premier, c'était au lendemain du 22 février, donc le 23, parce que nous avions vécu des choses atroces ce jour-là, le 22, avec une ouverture sur le Niger alors que l'Algérie entière était dehors. Et la deuxième pétition avait eu lieu le 7 octobre. Nous avons été embarqués le 23, donc je peux témoigner qu'au lendemain de notre arrestation, il n'y avait plus rien. Plus aucune information n'a été diffusée à la chaîne 3. Tout a été fermé. Et on a vu un peu ce que c'est devenu aujourd'hui. Entre-temps, nous avons un responsable qui vient de la télévision nationale, qui ramène avec lui ces journalistes et qui veut surtout imposer la ligne. La ligne sur laquelle on s'est... La ligne qu'on avait défendue depuis des années et les acquis qu'on avait eus depuis des années, il y a une espèce de grand retour en arrière aujourd'hui et voilà ce que ça donne. Donc oui, il y avait un grand mouvement des journalistes du service public qui avait d'ailleurs amené, y compris l'APS, y compris la télévision nationale, ensuite à vouloir changer les choses de l'intérieur. Changer les choses, c'est quoi ? C'est donner la parole à tout le monde et c'est dénoncer la censure. Voilà, c'est être contre la censure. Ça n'a pas marché et ça en est là où ça en est aujourd'hui. Djawad Khtari, on peut parler d'un véritable recul, surtout concernant les médias publics. C'est important aujourd'hui pour les autorités vraiment de contrôler les médias publics et les médias lourds en particulier. Oui, tout à fait. Moi, je reviendrai peut-être sur le terme retour. C'est pas vraiment un retour en arrière. En fait, c'est une glaciation. Parce qu'il faut se rappeler du contexte des années 60-70 pour ceux qui sont assez âgés pour avoir vécu ça.
Voilà, il n'y en a aucun ici. Il y avait comment dire, un contexte totalement différent. Et il y avait, je dirais, aussi paradoxal que ça puisse paraître, il y avait quand même une certaine adhésion à certains thèmes. Révolution agraire, la Mecque des révolutions. Et donc, il y avait une ambiguïté, d'ailleurs, dans l'article que j'ai écrit, je parle un peu de ça, c'est-à-dire qu'il y avait le pour et le contre, et donc il y avait quand même une adhésion, y compris des étudiants qui avaient été en prison, ils se retrouvaient à militer et à adhérer, ils se retrouvaient ensuite, d'ailleurs, souvent, c'est eux qui contribuaient justement à ce journalisme sous contrôle, mais il y avait quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de tout ça. Il n'y a aucune adhésion, il n'y a pas ce souffle qui existait alors. Donc c'est pour ça que essayer de revenir à cette période dans les méthodes est totalement absurde. Parce que nous ne sommes plus du tout dans ce contexte. Entre-temps, ce souffle, on peut dire révolutionnaire qui existait dans les années 60, pas seulement en Algérie d'ailleurs, il est ailleurs. Il est dans le Hirak justement. Et il réclame tout autre chose. Et aujourd'hui, cette glaciation, bien évidemment, elle se heurte à la réalité de la société algérienne. C'est ça la situation. Et c'est une situation qui est très dangereuse. Parce qu'on ne gagne jamais à terme à aller contre les réalités profondes d'une société. Et c'est ce que fait actuellement ce pouvoir, très clairement. La solidarité en Tunisie, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que malheureusement, il n'y a pas une grande solidarité entre les journalistes? Il y en a 4 qui sont en prison, Hassan Bourras, Mohamed Mouloud, Abdelkrim Zghirish et Merzouk Touati. La solidarité... Mais là, ça revient au problème de la presse. Hein. Oui. La presse en elle-même. Ça, il faut l'avouer quand même. On est une corporation qui est complètement divisée. D'abord, elle est divisée sur le plan idéologique. Ça qui remonte, je pense que ça touche d'ailleurs aussi la société, hein, entre les francophones et les arabophones. Ça, c'est déjà une première fracture. Et puis la deuxième, c'est vous avez entre une certaine presse clientélisée parce qu'elle s'est inscrite justement à la rente. Elle n'est pas là pour accompagner le changement de la société ou essayer de faire le travail professionnel, c'est-à-dire de parler de ce qu'on essaie de cacher à cette société, de ce qu'on ne veut pas leur dire, ce qu'on ne veut pas leur raconter. Et je crois que c'est ça la mission du journaliste, justement, c'est de donner cette information, de chercher ce qu'on ne veut pas qu'ils sachent. Or, malheureusement, aujourd'hui, une bonne partie, l'essentiel de notre presse, est faite dans la propagande. Mais chose qui est complètement déphasage par rapport à la mutation de la société elle-même, parce que les citoyens, aujourd'hui, s'informent par le biais des réseaux sociaux, ils voient les télés, il y a énormément, et lorsqu'ils se mettent devant leur télévision, les télévisions, ils voient la même information qui circule, parce qu'on est dans une opération de propagande. Donc, de là à parler d'organisation au niveau de la presse, ça je crois qu'on a aussi un petit retard sur le plan maturité, sur le plan culturel, parce que ça demande un engagement aussi, et on l'a vu avec la multitude de soi-disant des syndicats, mais qui, par ailleurs, ils s'inscrivent tous dans deux considérations clientélistes. Alors, c'était l'image marquante de la semaine de Jafar al-Khdari, c'est la libération de Fathi Ras, le sourire de Fathi Ras et de son épouse qu'il a soutenu depuis le premier jour, depuis ces 9 derniers mois. Alors, on se pose toujours, comme vous l'avez dit, la même question chaque mercredi quand il y a une libération importante. Est-ce que c'est un signe d'apaisement? Est-ce que vous considérez que la libération de Fathi Ras, qui était très, très opposée au régime de par ses discours, est-ce qu'on peut considérer ça comme un point positif, Hassan Qadi? En elle-même, la libération, bien sûr que c'est un événement heureux. On n'en espérait finalement pas tant. On est tellement conditionné maintenant par la répression que quand il y a un événement comme ça, on c'est la même juge qui a condamné Ali Rdili à 4 ans de prison. Absolument. En appel. C'est important de le rappeler. Ouais. Et donc, bon, je pense que ça dépend clairement des instructions. Voilà, on ne peut pas interpréter les choses autrement. J'ai pas le sentiment qu'il y a une justice sur le dossier, voilà, qui a été rendue. En fait, pour savoir s'il y a ouverture ou pas, il faudrait essayer d'avoir plus d'informations sur la cartographie de la feuille de route et des acteurs et du pilotage. Moi, de ce que je sais, par exemple, je me suis posé la question, bon, il y a au niveau du HCS un moment où on a décidé de criminaliser et de faire classer en case terroriste 2 mouvements qui ne sont pas des mouvements terroristes, qui ne recourent pas à la violence. On peut ne pas être d'accord avec ces mouvements-là. Moi, je ne suis pas du tout d'accord
avec le séparatisme du MAC. Je considère que, et je le dis, je l'ai dit, je vais être jugé pour cela, etc., que Rached a été une composante, pas majeure, mais une composante dans le Hirak, et que ce n'était pas un problème, que c'était plutôt, il faisait partie de la solution. Mais les deux, de facto, ne sont pas des terroristes. L'aliénage. On a décidé de les classer comme terroristes, donc c'est une orientation stratégique au plus haut sommet de l'État. Ensuite, on réprime sur cette base-là, on élargit, on fait des tâches, les cercles concentriques, on arrive jusqu'à Zrilech comme membre de Rached et que sais-je. Après, on s'attaque à Hamoub Lahmar. Tu me pardonnes, Hamoub Lahmar. Hamoub Boumdine. Hamoub Lahmar est un journaliste USMIS qui doit être au stade en ce moment. Et qui doit être content aujourd'hui. Oui, parce que Mouloudi a perdu face au CRB. Mais bon, enfin, le championnat est quasiment plié, donc il n'y a plus d'intérêt. Ouais. On est passé à une autre case avec Hamoub Boumdine. C'est celle du RPK, qui est une dissidence d'il y a 10 ans, qui a rompu avec le MAC parce qu'ils ne partagent pas l'orientation séparatiste du MAC. Ils sont pour que les revendications, entre guillemets, kabylistes soient intégrées dans une redistribution régionale pour toute l'Algérie. La régionalisation, ils sont pour la régionalisation, donner plus de prérogatives aux régions pour sortir de l'État central, y compris du point de vue de l'efficacité économique, pas seulement pour les raisons de démocratie et de culture. Et donc, on a décidé d'étendre la répression à ce courant-là et donc à l'assimiler aussi au MAC, alors qu'il est en guerre avec le MAC. C'est-à-dire la guerre politique, hein, c'est des idées. Hein, voilà. Ils sont en conflit ouvert. Et d'élargir, il y a eu une première vague, il ne s'est rien passé pendant 4 mois. Il y a eu une campagne pour essayer de libérer ces militants-là, qui a été entre autres coordonnée par Tahar Ouest dont on a parlé. Et puis d'un coup, on décide aussi d'ajouter ceux qui ont lutté pour les détenus, de toute la wilaya Tizi Ouzou, d'ailleurs, pas seulement de ceux du proche ou pas du RPK. Donc je me suis posé la question, j'ai essayé de savoir en bon journaliste, d'où venaient les injonctions, parce que c'est sûrement pas du groupement national de Darak el-Watani de Tizi Ouzou qui, d'un seul coup, a dit tiens, Hadouma, ils font campagne, ils faisaient campagne depuis longtemps, et on va les chercher, et maintenant, on les met aussi dans la case terrorisme. Là, de ce que je sais, ça vient de la présidence. La coordination de ces opérations-là, où on ajoute une nouvelle vague et on décide d'ajouter de nouvelles têtes, etc., ça vient de la présidence, d'une cellule qui existe d'ailleurs, de sorte de police judiciaire qui est adossée au HCS et qui décide des coups d'accélérateur dans la répression. Bon, voilà, donc il va falloir savoir qu'est-ce que veut la présidence. Parce qu'après les libérations qui viennent, on a l'impression que ça obéit à autre chose, c'est peut-être pas le même centre. Donc on ne peut pas répondre à ta question, désolé Khaled, si c'est le début d'une vague de détente, d'accalmie et d'apaisement. Oui. Juste quelques semaines après l'élection de Tebboune, ils ont libéré quelques détenus, mais ça n'a pas empêché quelques mois après de prendre une autre. Oui, je suis d'accord avec Ihsan. Je ne vois pas d'indicateur pour dire que les choses vont mieux ou là, que ça va rentrer dans l'ordre. Ce que je veux dire, et ça rejoint un peu tout ce qu'on disait depuis tout à l'heure sur la liberté de la presse, que ce soit les politiques ou nous, les journalistes, nous sommes tous dans le même bateau. La question, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut bien faire pour pouvoir continuer à faire notre métier ? Parce que demain, si on cesse de le faire, eh bien, c'est pas seulement mon droit à moi qui est bafoué, mais c'est le tien aussi, parce que je ne pourrai plus te donner la parole, je ne pourrai plus couvrir des événements, je ne pourrai plus rien faire. Donc, on est tous dans le même bateau. Et ce que fait l'État aujourd'hui a une incidence terrible. La question aussi, c'est s'ils ont envie qu'on cesse de travailler, de faire notre boulot, qu'ils ferment et qu'ils nous fassent taire définitivement. Mais moi, je ne comprends pas, je refuse et je refuserai toujours que des journalistes aillent en prison. La place d'un journaliste n'est pas en prison. C'est pas possible. Que des journalistes soient poursuivis
pour telle ou telle raison, en liaison avec leur métier, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. Ça fait plus de 25 ans. Si j'avais réfléchi de cette manière, je crois que j'aurais jamais fait ce métier. J'aurais fait des études peut-être de médecine ou de secourisme et je serais allée soigner des enfants dans les pays pauvres ou dans les pays en guerre. Et voilà, au moins c'est clair, au moins je sais que c'est un engagement. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, cette question de devoir réfléchir à 2 fois avant de parler au risque, avec l'épée de Damoclès sur la tête, au risque d'aller en prison. C'est aussi l'épée de Damoclès quand on s'adresse à l'entraîneur de l'équipe nationale de football, Jamal Belmadi, aujourd'hui, avec cette polémique de la semaine et la manière avec laquelle il a parlé à un journaliste sportif. Là aussi, il n'y a pas eu beaucoup de solidarité entre journalistes. Vous, Yassine, vous avez votre propre interprétation de la réaction. C'est une drôle de transition. Du comportement. Merci de Non, m'avoir donné. oui, c'était quoi? Allez-y. Non, je disais, quelle drôle de transition. Oui, non, j'ai vu juste passer un post. Je crois que c'était un avocat qui était avec nous dans le 5 sur 5 ici, qui disait, anecdotique, vous n'avez pas bougé pour tout ce qui se passe dans le pays, tous les détenus, les journalistes n'ont pas été solidaires, etc. Maintenant que le coach national vient vous cracher dessus, c'est bien fait pour votre gueule, on passe à autre chose. Jawad Khdari. Oui, enfin bon, je souscris un peu à ce Qu'est-ce que ça vous inspire? Ce que va dire Yassine sur le fait que c'est difficile de se prononcer. Mais mon impression générale, c'est qu'on est dans la continuation de ce qu'on j'avais à un moment donné, une répression de basse intensité. C'est pas les répressions massives comme on en a connu dans d'autres pays comme l'Égypte, par exemple, où il y a des dizaines de milliers de gens qui sont incarcérés. On est autour de 300 détenus d'opinion, et ça suffit pour créer un climat. Et donc, il y en a qui rentrent, il y en a qui sortent comme ça. Donc, ça crée, c'est ce qui crée un climat d'angoisse et qui réussit quelque part. Parce qu'il tétanise l'expression publique, il tétanise l'expression politique. Vous voyez bien qu'il ne se passe plus grand-chose. On peut ajouter la diaspora en dehors des problèmes des billets, etc. Maintenant, on réfléchit à 2 fois avant de venir. Voilà, tous ceux qui ont été dans une marche, aujourd'hui, ils ont peur d'être interpellés à la frontière. Mais c'est une courte vue parce que le problème de fond, il reste entier. Ouais. Donc, et d'ailleurs, il y a des analyses qui sont faites pour dire, qui prévoient vraiment peut-être le pire, parce que quand on est dans une situation où vous avez une dissidence profonde de la société qui s'est exprimée, on ne va pas revenir dessus, à travers le boycott général, avec une crise sociale qui arrive derrière, et que vous avez coupé toute possibilité d'expression, et bien vous vous préparez au pire. C'est quand même, ça c'est le b.a.-ba de la réflexion et de la pensée politique, donc je pense que c'est facile de tétaniser et de censurer un mouvement pacifique, puisque par définition il est pacifique. Donc il suffit d'en prendre quelques-uns, et puis après, bon ben voilà. Mais encore une fois, on ne résout absolument rien, au contraire. Ce qui nous amène à parler d'un autre sujet d'actualité cette semaine qui fait la une des journaux, surtout de la presse publique. C'est il y a eu la réconciliation avec la France, reconnue par le président pendant une interview. Il a parlé d'un dégel. Aujourd'hui, c'est l'aggravation de la situation avec l'Espagne. On le voit dans les médias publics et cette campagne anti-espagnole après la décision du gouvernement espagnol, évidemment, de considérer le plan marocain d'autonomie pour le Sahara comme le meilleur plan. Bon, les mots ont été utilisés, le plus efficace, le plus crédible, etc. Est-ce qu'on s'attendait à une telle décision du gouvernement espagnol qui, comme vous l'avez dit au début, a toujours défendu une neutralité active? Karim? Personnellement, je ne m'attendais pas, en tout cas. Après l'Espagne, parce qu'il faut aussi un peu contextualiser la position espagnole, ça intervient quand même dans un contexte d'une guerre en Ukraine, donc où on parle, il y a des enjeux énergétiques par rapport à l'alimentation de l'Europe qui dépend essentiellement de la Russie et tout. Et puis, elle avait des problèmes, l'Espagne avait aussi des problèmes avec son voisin qui est le plus proche quand même, le Maroc. Parce qu'ils ont beaucoup quand même, il y a une coopération très poussée avec le Maroc. Et donc il a des problèmes, le problème migratoire. On se rappelle de la crise qui est née après le séjour d'Ibrahim Ghali pour cause de Covid dans un hôpital espagnol. Donc je pense qu'ils ont pensé qu'il fallait régler ce problème avec le Maroc à travers justement un changement de position sur la question sahraoui. Mais je ne pense pas que ça fait consensus en Espagne. Ça, d'après ce que je lis, c'est que ça a fait désordre parce que ils sont responsables, les Espagnols, ils sont les premiers responsables de ce problème. Et puis ils ont une neutralité quand même qui a fait un peu
de l'Espagne, un acteur quand même qui pèse dans l'équation. Et là, ils ont changé. Je pense que c'est lié aussi au fait qu'il se passe quand même des choses dans la région qui changent, où l'Espagne elle-même, avec ses problèmes économiques internes, avec les problèmes énergétiques, donc elle était tenue peut-être de changer sa position. Mais encore une fois, comment ça va évoluer sur les rapports avec le Sud, avec l'Algérie, tout ça, je pense que c'est un peu prématuré pour dire comment ça va évaluer les rapports avec... Est-ce que la diplomatie algérienne a mal calculé cette réconciliation soudaine entre l'Algérie et l'Espagne? Est-ce qu'il doit y avoir un ou des responsables? Bon, si M. Nekaz était là, il aurait dit « Rabtallah Mabra » directement. Et vous, vous en pensez quoi? Ihsan, on commence par vous. Moi, ce que j'observe, c'est que sur les arbitrages de ces dernières années, y compris un peu avant le début de entre guillemets, l'ère Tebboune, à chaque fois qu'il a fallu arbitrer pour une puissance extérieure, ses intérêts avec le Maroc et ses intérêts avec l'Algérie, ou globalement, arbitrer dans l'évolution de sa relation avec l'Algérie, ça s'est fait au détriment de l'Algérie. Trump, c'est comme si Alger n'existait pas, la décision qu'il a faite juste avant de terminer son mandat. Macron a choisi, c'est pas une fuite, Macron, quand il parle de la façon dont il a parlé de Tebboune, du régime algérien dur, et la façon dont il a pris le risque d'une rupture. On ne retient pas la partie historique qui était une grosse maladresse, mais sur la partie, personne n'a parlé comme ça de l'Algérie, donc il a pris le risque d'une rupture. Aujourd'hui, l'Espagne, quand ils ont mis sur la balance, ils préfèrent être fâchés plutôt avec l'Algérie qu'avec le Maroc. Et donc ça, c'est le signe quand même d'un affaiblissement. Je ne parle pas des pays du Mashrek et du Golfe qui ne nous calculent vraiment pas sérieusement quand il s'agit de ce type d'arbitrage. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup. Même la Chine, qui est supposée avoir des plus grands liens d'amitié avec l'Algérie, le hub de Huawei a été installé au Maroc. Il y a plein de projets structurants pour la région, pas nationaux, pour la région, pour l'Afrique, qui ont choisi la destination du Maroc. Donc, Alger pèse à la marge, et donc je ne suis pas si étonné que ça, que dans un arbitrage, le PSOE, c'est une surprise quand même que ça vienne d'un parti de gauche, fasse ce choix-là. Maintenant, on peut aller plus loin sur les autres raisons. C'était votre image de la semaine, ça aussi. Alors, on insiste aujourd'hui à des campagnes anti-espagnoles dans les médias algériens, publics ou privés. Et d'ailleurs, on a remarqué que même certains journalistes sont devenus experts dans l'opposition espagnole, Podemos, etc. On calcule la date des futures élections générales. Oui, j'ai vu ça. Et on préconise même, on s'attend à la chute du futur président du gouvernement espagnol. C'est un peu exagéré, ça. Non, mais pour revenir un petit peu à la décision espagnole, je disais tout à l'heure, elle a surpris l'Espagne elle-même, le gouvernement, l'opposition. Alors imaginez un petit peu un pays comme le nôtre. On dit, l'Espagne, c'est un pays qui fonctionne comme tous les autres, d'ailleurs comme le monde entier, selon les intérêts. Alors dans leur décision, qu'est-ce qui a pesé? Quel intérêt a pesé? On parle de l'immigration, on dit que le Maroc a brandi la menace de ne plus gérer l'immigration et de laisser donc de laisser les portes s'ouvrir sur Ceuta, etc. L'Algérie, quand même, est le pays, le premier fournisseur, c'est ça, c'est le premier fournisseur de gaz à l'Espagne. Alors on a du mal à comprendre un peu quand on pense intérêt. Est-ce qu'il est plus difficile de gérer une question d'immigration ou est-ce qu'il est plus difficile de gérer une décision de l'État algérien de ne plus fournir du gaz algérien? Bon, là, les accords sont signés sur de long terme, mais ce qui est certain, c'est que les conséquences vont être peut-être pas immédiates, mais sur tous les accords qui risquent d'être paraphés à l'avenir avec l'Espagne, l'Algérie va réfléchir à deux fois. Jafar Lahdavi va vous répondre. Il y a l'enjeu du gaz aujourd'hui qui est, on peut dire, le plus important entre l'Algérie et l'Espagne. L'Algérie qui fournit presque la moitié du gaz espagnol. Il n'est pas dans son intérêt de couper les vannes parce qu'il y a des revenus. Alors que faire maintenant pour l'Algérie qui commence déjà à prendre des représailles contre l'Espagne, des représailles économiques?
Oui, mais enfin, à mon avis, ça n'ira pas jusqu'à la question du gaz. On ne va pas répéter ce qui a été fait avec le Maroc, je pense. Hein. Je serais bien étonné, en tout cas, que ça arrive. Il y a déjà un prix assez lourd à payer par rapport à ça. Bon, je pense que... alors, d'abord, il faut rappeler qu'il n'y a pas que l'Espagne, il y a l'Allemagne aussi. Et derrière, il y a l'Europe. Qui s'est réconcilié Oui, avec, voilà, absolument, avec le Maroc. qui adopte cette position, Oui. qui maintenant devient un peu une position assez dominante, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur des mots. Je pense que... Alors, c'est vrai qu'on peut se poser la question, objectivement, pourquoi ce brusque revirement ? Parce qu'à présent, disons, à mon avis, sur le fond, ces pays étaient sur cette position, en réalité. Mais ils ménageaient le chou et la chèvre, parce que comme la plupart, eh bien, ils voulaient entretenir de bonnes relations, aussi bien avec le Maroc qu'avec l'Algérie, donc on ne prend pas trop position, puis on les laisse se débrouiller. Puis voilà. Alors, pourquoi ce changement Moi, la seule chose que je vois, le seul événement majeur qui reconfigure tout, c'est bien entendu la guerre avec l'Ukraine. Et la guerre avec l'Ukraine, il faudrait peut-être consacrer une émission parce que c'est extrêmement important. C'est un événement majeur, probablement le conflit le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale. Hein, on ne mesure peut-être pas assez, parce que quand on lit la presse, etc., et en plus je passe sur la manière dont elle est présentée, mais on ne mesure pas suffisamment le caractère décisif, stratégique de ce conflit. Alors donc, l'une des conséquences immédiates, il y en a beaucoup. Alors il y a effectivement la question du gaz, parce que l'arme atomique dont dispose la Russie, c'est pas tellement l'arme atomique qui est une arme de non-emploi, comme on dit, mais c'est plutôt effectivement le gaz, comme on le sait. On est un petit peu dans la configuration qui s'est passée pendant la guerre de 1973, où les pays arabes avaient utilisé l'arme du pétrole. Aujourd'hui, eh ben, c'est pas l'arme du pétrole, c'est l'arme du gaz. Parce que le pétrole est relativement secondaire, c'est un retournement étrange de situation. Parce qu'à l'époque, on considérait que c'était les producteurs de pétrole qui avaient du poids. Aujourd'hui, c'est les producteurs de gaz qui ont du poids. Parmi eux, bien entendu, il y a l'Algérie. Donc on voit toutes les conséquences qui vont arriver derrière. Dans ces conditions, effectivement, on peut se poser la question du pourquoi et du comment de cette position dont on voit qu'elle n'est pas simplement espagnole. Donc elle est forcément concertée. Elle est concertée dans un contexte de conflit tendu qui fait que l'Europe se regroupe et entend avoir une position politique commune sur un certain nombre de questions. L'une des conséquences qu'on va avoir avec ce conflit, on l'a déjà vu effectivement, c'est d'une part l'affirmation d'une nécessité d'une défense européenne avec des changements spectaculaires, probablement, parce qu'il faut bien comprendre que quelle que soit l'issue de ce conflit, s'il devait s'arrêter demain par un traité de paix, et c'est ce qu'on souhaite, mais même s'il devait s'arrêter demain avec un traité de paix, la situation a complètement changé. Et l'une des conséquences fondamentales, c'est qu'on revient à une structure de bloc. On met un terme définitif à l'ouverture qui s'était opérée après la fin de l'URSS en décembre 1991, et maintenant on est retourné à une situation de bloc très compliquée qui n'est pas équivalente à celle qui existait pendant la guerre froide, mais qui va figer et qui va obliger à se déterminer, en quelque sorte, à choisir son camp. Et peut-être que, moi c'est comme ça que je l'interprète, je pense que d'une certaine manière, on donne des gages à un pays qui est de toute façon considéré comme faisant partie du camp occidental, qui est dans le camp, comment dire, vous savez que pendant... C'est du Maroc. Du Maroc, je parle du Maroc. Pour l'Algérie, on va attendre de voir comment les choses évoluent. Je pense qu'il y a probablement une espèce de... Pour l'instant, l'Algérie est quand même considérée comme un pays assez proche de la Russie. Donc si cette logique de camp se met en place, il va y avoir un vrai problème. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu cet aspect qui a joué. Bon, il faut être très attentif parce que l'une des conséquences de cette situation de tension entre blocs, sachant que par ailleurs la guerre est impossible entre les principaux protagonistes du fait de l'arme nucléaire, eh bien on risque d'avoir un retour à ce qui s'est passé pendant la guerre froide, c'est-à-dire que vous avez une surdétermination des conflits régionaux par justement cette politique d'affrontement de blocs. Pour ça qu'il faut être très prudent et que, comment dire, vous connaissez ma position sur la question du Maghreb, je considère plus que jamais
qu'on aille dans cette direction. C'est évident qu'on est dans une toute autre direction qui, à mon avis, est une impasse. Mais je suis très inquiet, je ne le cache pas, je suis un peu le Cassandre de ce genre de situation. Quand on est assis sur un baril de poudre et que les choses ont explosé ailleurs, on a souvent dit, et y compris ici, que ça n'arrivera jamais. Regardez ce qui se passe actuellement. Qui aurait imaginé une guerre d'une telle ampleur en Europe? Voilà pourquoi il faut être extrêmement attentif et extrêmement prudent à ce qui se passe dans notre région, parce qu'on est sur une situation qui est une véritable poudrière. Mais la question qui se pose aussi sur cette réconciliation maroco-espagnole, comment est-ce que l'Algérie n'a pas vu ce coup venir? C'est la responsabilité de qui? Est-ce que c'est la diplomatie marocaine qui a damé le pion? Est-ce que c'est la diplomatie algérienne qui a reculé? Déjà qui a reculé sur un certain nombre de dossiers comme le Mali aujourd'hui, comme la Libye. Aujourd'hui, en perdant l'Espagne de cette manière, est-ce que ce n'est pas un coup pour la diplomatie et qui en assume la responsabilité? Je ne sais pas si l'Algérie n'a pas vu venir. Parce que ça aussi, c'est un drame national. C'est que vous avez affaire à un régime qui traite ce genre de questions unilatéralement. Il n'a jamais associé les Algériens. Ce genre de questions, normalement, sont discutées dans un parlement où la politique étrangère, bien sûr, il faut associer les Algériens. Or, qu'est-ce que nous avons vécu? Il faut dire que la diplomatie d'aujourd'hui, elle hérite déjà d'un grand handicap, celui de l'absence de la diplomatie du temps de Bouteflika, parce que Bouteflika, c'est lui-même qui avait tout monopolisé à son niveau. Et dès 2013, depuis qu'il a eu son AVC, pratiquement l'Algérie était devenue à fond. Personne l'écoutait, donc personne, et tout le monde avait critiqué d'ailleurs, c'est-à-dire l'absence de l'Algérie, notamment sur la profondeur géostratégique qui est l'Afrique. On a tourné le dos pratiquement à l'Afrique. Donc est-ce qu'aujourd'hui l'Algérie a vu venir? Nous ne savons rien. C'est eux qui décident, donc c'est le pouvoir lui-même qui décide ce qu'il juge bien pour nous. Mais tout de même, depuis quelques années, enfin depuis quelques mois, tout le monde a vu, en tout cas si on lit et si on suit les experts, ils voyaient que l'Algérie allait vers l'isolement. Parce n'oubliez pas qu'aussi il y a le problème de la normalisation qui a été opérée par beaucoup de pays arabes jusqu'au Maroc. Donc attention, dans les prochaines années, il ne faut pas exclure que l'Arabie saoudite aussi va normaliser. Tout le reste, nous risquons de rester les seuls. Donc l'Espagne a dû mesurer que, d'une part, donc il y a Trump, enfin les États-Unis, la première puissance qui avait donné le là quand il a soutenu le Maroc par rapport à la question sahraoui. Ils ont vu qu'il y a beaucoup de pays arabes qui sont en train de changer leur vision par rapport à Israël. Et ils ont vu aussi que vous avez un régime qui a tourné le dos à son propre peuple. Parce qu'ici, aujourd'hui, si il y avait un peu d'intelligence tout de même, aujourd'hui, on n'aurait pas eu on aurait eu en tout cas considéré l'Algérie autrement. Quand vous voyez des millions d'Algériens qui étaient pacifiques, ils ont donné une leçon de pacifisme au monde entier. Aujourd'hui, d'ailleurs, pour moi, c'est la plus grande victoire du Hirak. C'est qu'ailleurs, ils savent qu'il y a un peuple, un grand peuple, des millions qui étaient pacifiques, et vous avez en face un régime qui leur a tourné le dos, qui n'a rien fait pour essayer de répondre à ces gens-là. Donc aujourd'hui, il s'est coupé doublement. Intérieurement, il s'est coupé de son poste. Comment vous voulez qu'à l'étranger, ils vont vous respecter? Nous avions le pétrole jusqu'à un moment donné, mais là, ça de plus en plus, ce n'est plus une arme efficace pour avoir sa place parmi le concert des nations. Trois choses. Alors, la première, c'est... Moi, je relativise la position de l'Espagne. Ce n'est pas ça qui va faire basculer de manière définitive la question sahraoui. Moi, je suis old school. Je crois à l'énergie des peuples et à leur capacité à changer le destin. La première intifada, personne ne l'attendait. 1987, l'OLP était complètement dans une impasse et les jeunes d'Al-Hijara ont changé la donne et il y a eu les accords d'Oslo. Oui, Atfal et Hijara. Et donc, moi, je pense que si les Sahraouis ne veulent pas devenir marocains, ce n'est pas un plan d'autonomie qui va les rendre marocains. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'ils ne veuillent pas devenir marocains, mais la question reste posée. Donc ça se jouera toujours en dernière instance entre les Sahraouis et les Marocains. C'est ça qu'il faut garder en tête. Ce n'est pas les positions de la Moncloa ou quelqu'un d'autre qui va changer ça. Deuxième point. Bon, je pense qu'on pouvait voir venir une partie de la volte-face espagnole, en dehors du contexte qu'a évoqué très pertinemment Jafar.
l'Algérie a toujours été un partenaire énergétique, un fournisseur fiable, sérieux. Il y a eu une première entorse historique à cela, c'est d'avoir utilisé le gaz dans le conflit avec le Maroc. Dans un conflit qui, on le voit maintenant pour l'Ukraine et la Russie, n'était pas du même niveau de gravité. Voilà. Israël, ok, mais on n'était pas sur le point d'avoir des bases d'Israël au Maroc avec des missiles tournés vers l'Algérie. Il n'y avait pas de quoi en arriver là aussi vite, de manière rupture des relations diplomatiques, etc. Mais surtout touché au gaz. Et ce qu'on ne sait pas et qu'on ne dit pas suffisamment à notre opinion, c'est qu'il y a 2 à 3 milliards de mètres cubes de gaz qu'on doit livrer contractuellement à l'Espagne, qu'on n'arrive plus à livrer parce qu'on ne peut pas tout faire passer par le Medgaz, ce qu'on a bloqué par le GMC, le GME. Et donc, on a obligé les Espagnols d'aller acheter du gaz sur le marché spot ailleurs, beaucoup plus cher, et on a porté un préjudice à l'économie espagnole. On a cessé d'être un fournisseur crédible, alors que c'était notre signature depuis toujours d'être un bon fournisseur, qu'il fasse, qu'il vende ou qu'il pleuve. Voilà. Troisième chose, bon, et donc ça peut aussi faire en sorte qu'il y a on a empêché les Espagnols de traiter, de revendre au Maroc, d'utiliser le tube en sens inverse, y compris avec des quantités de gaz qui pourraient ne pas être des quantités de gaz algériennes. Donc en fait, on est parti un peu trop loin en tant que partenaire. Troisième chose, je veux relativiser cette histoire des blocs. Relativiser, dans le cas de l'Algérie, je ne pense pas qu'il va y avoir on va nous pousser à choisir notre camp de manière aussi ostentatoire tout de suite, justement à cause du gaz. Parce que la priorité de l'Union européenne, c'est de s'autonomiser vis-à-vis du gaz russe. C'est vraiment ça, et il se donne 2025. Hein. Et donc, la jointure, ce sera forcément des fournisseurs qui vont améliorer leur capacité de fourniture dans l'Algérie, donc peut-être plus d'investissement dans l'amont pétrogazier algérien. Il n'y aura pas de pression beaucoup plus forte, mais au-delà, parce qu'effectivement, je suis d'accord pour dire que quelle que soit l'issue de cette guerre, quelque chose a fondamentalement changé. Au-delà, effectivement, il faudrait que les Algériens fassent attention à qui ils choisissent, avec qui ils commercent et avec qui ils votent aux Nations Unies. Juste un petit rappel. Allez-y. La Russie qui subit des sanctions exceptionnellement lourdes. Je rappelle que plus de la moitié de ses réserves de change sont gelées aujourd'hui et bien d'autres choses encore. Eh bien, n'a pas suspendu ses livraisons de gaz au pays qui lui impose cet embargo. Et dans un dernier discours de Poutine, alors je n'ai pas vérifié si c'était vraiment le cas, enfin, il dit même que l'Ukraine, malgré la guerre, continue à être livrée en gaz. Pour vous donner un peu un ordre d'évaluation et de la disproportion qu'on a eue dans la décision par rapport à la situation. Pour faire le lien avec notre premier sujet dans ce café presse politique, c'est-à-dire la presse, la liberté de la presse, l'autocensure et les sujets qu'on peut aborder bas, moi je connais plein de cadres de Sonatrach, d'anciens cadres de Sonatrach, qui trouvaient que c'était pas une bonne idée de couper le GME. Mais ils ne pouvaient pas le dire à l'antenne parce qu'on n'est pas dans un pays démocratique où on peut... C'était une décision de l'armée, même pas de Tebboune, de l'armée, dans le cadre de quelque chose qui n'était pas réfléchi. Et 2 à 3 milliards de mètres cubes que tu perds comme ça, qui sont contractualisés, que tu dois livrer, il y avait beaucoup de cadres de Sonatrach qui n'étaient pas d'accord, mais ils ne pouvaient pas le dire. Et ils n'ont jamais réussi à le dire, y compris sur une antenne libre comme celle de Radio M. Merci à vous d'être venus à ce Café Presse Politique. Merci Jafar Lardali, merci Souheila Ben Ali, merci Karim Kebir et merci Hassan Al-Qadi. Comme à chaque fin de Café Presse Politique, nous témoignons notre solidarité avec les détenus d'opinion. Il y en a un de moins, c'est Fatih Ras, mais il en reste beaucoup d'autres. Nabil Mellah qui boucle bientôt 320 jours de prison. Nous pensons à lui, à tous les autres détenus, à nos 4 confrères journalistes évidemment. Et bien sûr, comme chaque semaine, notre solidarité avec les 2 journalistes marocains en détention, condamnés en première instance et en appel. Omar Hadi et Slimane Raissouli. Merci pour votre fidélité et à mercredi prochain. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter.